président de la République de retour à Nouakchott en provenance du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim après l'inauguration des opérations d'exportation du gaz naturel liquéfié. Le président de la République et son homologue sénégalais co-président l'inauguration des opérations d'exportation du gaz naturel liquéfié et déclare que cette réalisation fait entrer notre pays et le Sénégal dans le cercle des pays producteurs de gaz naturel. Le Premier ministre passe en revue avec une délégation du ministère turc de l'Éducation le moyen de renforcer la coopération bilatérale dans ce secteur. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est de retour à Nouakchott après avoir participé ce matin en compagnie de son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la cérémonie d'inauguration des opérations d'exportation du gaz naturel liquéfié, GNL, qui ont démarré en avril 2025 sur le champ gazier Grand Tortue d'Ahmeyim GTA. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, par le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye, entouré de hauts responsables à la présidence de la République et des membres du gouvernement. Je vous le disais tantôt, le chef de l'État, son homologue sénégalais et le PDG de BP étaient ce matin sur le site du champ gazier de la Grande Tortue Ahmeyim qui abritait la cérémonie d'inauguration des opérations d'exportation du gaz naturel liquéfié, lesquelles opérations ont débuté au mois d'avril dernier. La phase 1 du projet devrait produire environ 2,4 millions de tonnes de gaz naturel par an, dont une partie est destinée à la demande interne. Cette phase a été classé comme projet national d'importance stratégique, ce qui constitue une réalisation importante faisant de la Mauritanie un exportateur de gaz naturel liquéfié. Les premiers flux sur de gaz à partir des puits de la phase 1 vers l'unité flottante de production, de stockage et de chargement a eu lieu en janvier dernier, ce qui fait du projet un développement innovant dans le domaine du gaz naturel liquéfié offshore. Quant à la stratégie du contenu local, elle vise à maximiser les avantages économiques du pays grâce à l'approvisionnement local après le renforcement des capacités des fournisseurs locaux. Cette stratégie comprend trois principaux piliers, à savoir le développement de la main-d'œuvre, la chaîne d'approvisionnement et l'investissement social. بجوارها
également saluer le travail remarquable. Au cours de la cérémonie, le président de la République a prononcé un discours dans lequel il a exprimé sa satisfaction pour la réalisation de la première phase du projet Grand Tortue Ahmeyim qui place, a-t-il dit, la Mauritanie et le Sénégal sur la carte des pays producteurs et exportateurs de gaz naturel. Je vous invite à suivre l'allocution du chef de l'État. Monsieur le Président et chers frères, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Monsieur Murray Auchincloss, CEO de BP, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie qui marque une étape majeure dans le partenariat entre nos deux États et nos partenaires BP et Cosmos. C'est avec une profonde satisfaction que nous célébrons aujourd'hui la réalisation de la première phase du projet Grand Tortue Ahmeyim GTA qui place désormais nos deux pays, le Sénégal et la Mauritanie, sur la carte des producteurs et exportateurs de gaz naturel liquéfié. Ce succès dépasse largement une simple prouesse technique ou économique. Il incarne la profondeur des liens historiques de fraternité, d'amitié et de bon voisinage entre le Sénégal et la Mauritanie, deux pays unis par l'histoire, la géographie et par un avenir commun. Le projet GTA, implanté dans des eaux ultra profondes, à nos frontières communes, illustre de manière éclatante ce que deux nations africaines peuvent réaliser en unissant leurs forces, en mettant en commun leur expertise et en poursuivant une ambition partagée. Il constitue également une démonstration concrète du formidable potentiel que peut générer une coopération sincère, équilibrée et fondée sur la confiance mutuelle. Je tiens à adresser ici mes remerciements les plus chaleureux à l'ensemble de nos partenaires BP et Cosmos pour leur précieuse collaboration et leur leadership tout au long de cette première phase. Leur engagement a été déterminant. Je voudrais également saluer le travail remarquable accompli par les équipes de nos deux pays, qu'il s'agisse des ministères, des sociétés nationales ou plus largement des unités mixtes qui ont su faire preuve de rigueur, de persévérance et d'esprit de coopération exemplaire. Grâce à eux, cette vision est aujourd'hui une réalité. Je me réjouis tout particulièrement de constater que l'installation est non seulement opérationnelle, mais également dotée de jeunes compétences sénégalaises et mauritaniennes. Cela démontre l'importance que nous accordons au contenu local et au développement de nos ressources humaines.
Cette première phase constitue la pierre angulaire d'une profonde transformation énergétique à laquelle le Sénégal et la Mauritanie aspirent ensemble. Elle ouvre la voie à l'accélération de la monétisation de nos ressources naturelles et à l'utilisation du gaz dans nos économies pour répondre aux besoins énergétiques des populations et de nos industries. En conclusion, je souhaite que cette collaboration exemplaire entre la Mauritanie et le Sénégal continue de rayonner et inspire d'autres initiatives au service de nos peuples et de notre continent. Je vous remercie. Le président de la République et son homologue sénégalais avaient auparavant visité la station flottante du projet Grand Tortue Ahmeyim, visite à l'issue de laquelle Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a indiqué qu'elle leur a permis de comprendre le fonctionnement de ce système complexe mais efficace. Il a indiqué que la réalisation de ce projet requiert du temps, des ressources humaines et financières ainsi qu'une expertise de haut niveau, ajoutant que l'entame de cette phase fait entrer la Mauritanie et le Sénégal dans le cercle des pays producteurs de gaz naturel. Deux autres phases sont en attente, a-t-il dit, qui apporteront d'importants bénéfices au projet. Il est certain, a-t-il dit, que la première phase comporte de multiples avantages, parmi lesquels des revenus pour le trésor public, la fourniture d'électricité aux citoyens, ainsi que l'approvisionnement énergétique pour l'industrie mauritanienne. Il y a également un aspect très important lié au contenu local qui peut entraîner une véritable transformation et accélérer la croissance économique. Nous sommes heureux, a dit le président, de voir des jeunes compétences mauritaniennes, ingénieurs, techniciens et ouvriers travailler avec rigueur et efficacité dans cette station et sur divers autres sites, ce qui est très encourageant. Ainsi, la formation, la créativité et l'esprit d'initiative sont les voies qui nous permettront de tirer les meilleurs partis possibles, notamment en ce qui concerne le contenu local évoqué plus tôt, a-t-il encore fait savoir, faisant remarquer que cela contribue à accroître les revenus issus de l'exploitation des ressources naturelles, rendant leur effet tangible pour les citoyens, leur vie quotidienne et le développement économique en général. Il a en conclusion lancé un appel à tous pour investir dans la formation et l'innovation afin de produire un bon contenu local, garantissant ainsi une exploitation optimale des opportunités offertes tant en termes d'emploi que de stimulation de la croissance. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, accompagné de sa délégation, avait pris l'avion ce matin à destination de la plateforme flottante de liquéfaction du gaz naturel dans la zone du champ du Grand Tortue d'Ahmeyim pour co-fêter avec son homologue sénégalais, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la première cargaison du gaz naturel liquéfié GNL exportée en avril 2025. Le Premier ministre Mukhtar Ould Jaya a reçu aujourd'hui une délégation de la République de Turquie, conduite par le ministre de l'Éducation, Dr Youssouf Tekin, en visite dans notre pays pour participer aux travaux de la première session de la commission mixte mauritano-turque de coopération commerciale, économique et technique. À l'issue de l'audience, le ministre turc de l'Éducation a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre de la participation aux travaux de la grande commission mixte de coopération mauritano-turque pour le commerce et la coopération et dans le cadre des efforts visant le renforcement des relations entre les deux pays. Le 7e et dernier contingent de nos pèlerins a quitté Nouakchott aujourd'hui avec la délégation officielle. À la tête se trouve le ministre des Affaires étrangères, des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Avant le départ, le ministre a fait une déclaration dans laquelle il a indiqué que le nombre de pèlerins cette année est de 3500, indiquant qu'ils bénéficient de conditions appropriées pour accomplir leur Hajj. Les détails avec Boukar Baylaba. Le 7e et dernier contingent de pèlerins mauritaniens a mis le cap sur les lieux saints en Arabie Saoudite pour effectuer le Hajj 1446 de l'Hégire. Avant d'embarquer, les pèlerins ont effectué les traditionnelles formalités. Cette saison, le nombre de pèlerins mauritaniens est de 3500.
D'ailleurs, ils ont loué le dispositif mis en place pour qu'ils puissent effectuer les formalités dans de meilleures conditions. En d'autres termes, ils ont salué les efforts de l'État qui ont permis la préparation de la saison dans de conditions optimales. Ce dernier contingent comprend la délégation officielle conduite par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Ould Cheikh Naouel Amrabat. Et il a déclaré que les pèlerins bénéficient d'une atmosphère de confort et de sécurité, indiquant que les pèlerins sont guidés vers la Raouda par des superviseurs. Les 7 contingents sont entourés de tous les soins et de toutes les attentions dans le domaine du transport aérien. Et à ce sujet, le directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC, Baba Ahmed ou Mohamed Ould Baba Ahmed, a expliqué que le transport des pèlerins a été effectué en partenariat avec une compagnie saoudienne, indiquant que tout le processus s'est déroulé dans de bonnes conditions. En somme, les pèlerins mauritaniens représenteront leur pays comme il se doit pendant cette saison du Hajj et incarneront les valeurs sublimes de l'islam. Retour sur les activités de la ministre turque de l'Éducation qui a eu une entrevue avec la ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système d'enseignement, Houda Baba, consacrée à l'examen des relations de coopération dans le domaine de l'éducation entre notre pays et la République de Turquie et à l'examen des moyens de les renforcer et de les élargir, notamment dans le domaine du jumelage entre les établissements d'enseignement, de la formation à distance, de l'enseignement numérique et de l'échange d'expertise. L'occasion pour les 2 ministres de saluer la solidité des relations fraternelles entre les 2 pays et de leur volonté de partager l'expertise et les expériences dans le domaine de l'éducation. Les relations mauritano-turques embrassent également le domaine du tourisme. En atteste la session de formation qui vient de s'achever, organisée par l'Office national du tourisme en coopération avec l'Agence turque pour la coopération et la coordination. La formation a été clôturée aujourd'hui par la ministre du Commerce et du Tourisme. Les détails avec Fatima Tadé. C'est au terme de 5 jours d'échanges et d'apprentissage qu'une cérémonie de clôture a marqué la fin d'un atelier de formation consacré aux méthodes modernes d'enseignement du tourisme. Une soixantaine de participants ont bénéficié de ce programme intensif destiné à renforcer leurs compétences et à favoriser le partage d'expertise dans un secteur en plein essor. Organisé par l'Office national du tourisme en partenariat avec le ministère turc de l'Éducation, l'Agence turque de coopération et de coordination, cet atelier a été un véritable pont entre les savoir-faire des 2 pays. À cette occasion, la ministre mauritanienne du Commerce et du Tourisme a salué le rôle stratégique de la Turquie, un partenaire de longue date avec lequel la Mauritanie partage les liens historiques et culturels profonds. Des liens a-t-elle souligné que la volonté des dirigeants des 2 nations n'a cessé de renforcer dans un esprit de proximité et d'amitié entre les peuples. Elle a également rappelé l'importance croissante du secteur touristique, porteur d'opportunités prometteuses pour le développement économique et les échanges culturels. De son côté, le ministre turc de l'Éducation, M. Youssef Tekin, a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir la Mauritanie dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et plus particulièrement du tourisme. En marge de la cérémonie, des attestations ont été remises aux participants, marquant ainsi la reconnaissance de leurs efforts et de leur engagement. Enfin, cette rencontre a aussi été l'occasion pour les 2 ministres de se réunir pour discuter des perspectives de coopération bilatérale et des moyens les plus efficaces pour les approfondir. Venons-en à présent à la conférence de presse des membres du gouvernement destinée pour commenter les résultats du Conseil des ministres. Elle était animée hier à l'issue du Conseil du gouvernement par le ministre de la fonction publique et du Travail, porte-parole par intérim du gouvernement, Mohamed Ould Soueidat, et son collègue de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration, Ahmed Salim Bedde Etfaqa Rahmaba, nous en fait le compte-rendu. À l'issue du Conseil des ministres tenu mercredi, 2 membres du gouvernement ont pris la parole devant la presse. Le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration a fait l'économie de l'action de gouvernement visant à rapprocher l'administration des populations à travers le déploiement de diverses solutions innovantes, selon lui, après le lancement de Hüviyeti qui permet l'accès aux services de l'état civil à distance.
Ensuite, il a relevé que Khidmati, qui permet aux Mauritaniens de bénéficier de plusieurs services de l'État, allant à la création d'une entreprise, aux amendes routières, en passant par Ain, qui permet de recueillir les avis et plaintes des populations. Il a annoncé que d'autres solutions, 12 en tout, seront intégrées progressivement à Khidmati, de sorte qu'elles puissent couvrir tous les secteurs et domaines impactant le quotidien des populations. S'agissant d'Ain, le ministre a affirmé que l'application, lancée en octobre dernier, a rapidement été opérationnelle, permettant ainsi aux citoyens de signaler les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Pour lui, la plateforme est très sollicitée, notant que des dossiers étant en suspens depuis plusieurs années ont pu être traités suite à un signalement sur Ain. Selon le ministre, le taux de traitement des plaintes et d'amendes a atteint les 96%. Les 4% restants concernent des demandes en cours de traitement. Au chapitre des chiffres, le ministre a indiqué qu'Ain a enregistré environ 9000 demandes et plaintes relatives à l'accès aux services de base. Le secteur de l'hydraulique arrive en tête avec 16% des cas, suivi par l'éducation nationale avec 13% des cas, puis l'intérieur et la décentralisation avec 12,5%, enfin les infrastructures avec 8%. Le ministre a noté que la plateforme embarque un système de notation par les citoyens, soutenant que 52% d'entre eux affirment que le service est de qualité. De son côté, le ministre de la Fonction publique et du Travail, porte-parole par intérim du gouvernement, a déclaré que le programme prioritaire déployé par l'État en vue d'améliorer l'accès aux services de base dans les régions de l'intérieur du pays est unique en son genre, tant par son exhaustivité que son approche et mise en œuvre. Le programme, a-t-il dit, qui va couvrir 218 municipalités, sera exécuté sur une période de 30 mois avec une enveloppe de 260 milliards de guillards. Il a déclaré, concernant l'exécution du programme, que le gouvernement a mis en place un nouveau mécanisme de suivi de sa mise en œuvre, en consacrant 4 comités à cet effet. Le premier est présidé par le Premier ministre, le second par le ministre de l'Intérieur, le troisième est dirigé par le wali de la région et comprend des élus, en plus d'un comité présidé par le hakim. Il a également précisé que la mise en œuvre de ce programme se fera en parallèle d'autres déjà programmés ou en cours d'exécution dans le pays. L'actualité parlementaire marquée par la réunion de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale qui a examiné aujourd'hui 2 projets de loi relatifs au protocole additionnel à la Convention d'Abidjan sur les normes et critères environnementaux applicables à l'exploration et à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières en mer et l'accord sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui traite de la protection et de l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale. Dans sa déclaration, ou plutôt dans sa présentation, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Messouda Mintbaham Oul Mohamed Laqraf, a expliqué les caractéristiques techniques ainsi que les objectifs de chaque projet de loi. L'école industrielle de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Nouakchott a abrité le lancement d'un ensemble de projets de développement favorisant l'autonomisation des jeunes et des familles vulnérables financés par l'association Qatar Charity. Le coup d'envoi de ces projets a été donné par le secrétaire général du ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers. Les détails avec Bokar Bailaba. Les projets inaugurés comprennent la création d'un atelier de couture pour 64 familles, l'amélioration et le développement du tannage du cuir et des produits en cuir pour 64 autres familles, la création d'un marché pour 60 familles et un projet de fabrication de briques et de produits en ciment pour 50 familles. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de partenariat entre le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers et Qatar Charity. Justement, le secrétaire général du ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, Madi Ould Taleb, a déclaré que ce projet représente un véritable soutien aux efforts de l'État pour autonomiser les groupes vulnérables en leur offrant des opportunités de formation et un accès à des moyens de production durables et des sources de revenus. Et il a indiqué que les projets inaugurés contribueront à la création d'emplois permanents et l'amélioration des conditions de vie décentes. De son côté, le directeur du département des grands donateurs au bureau de Qatar Charity, Khaled El Yafaï,
Il a souligné que le soutien au secteur de la formation professionnelle est une priorité pour Qatar Charity. Autre allocution, c'est celle faite par le président de l'Union internationale des ulémas musulmans, Dr Ali El-Qaraq Daqi, qui a indiqué que Qatar Charity continuera à soutenir les projets de développement en Mauritanie, conformément au commandement de la Charia, distribuer la zakat et la sadaqa afin de venir en aide aux personnes dans le besoin. Pour rappel, les travaux ont été réalisés en coordination avec le ministère de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des métiers pour fournir des projets qui répondent aux demandes du marché de l'emploi. Au volet de la justice, on notait le lancement ce matin du projet d'accès à la justice et à la santé pour les filles et les femmes victimes de violences basées sur les genres. Yedali Fall. Cet atelier a pour objet de donner le coup d'envoi du projet AGI, un projet qui lutte pour l'accès à la justice et à la santé pour les filles et femmes victimes de violences basées sur le genre. Plusieurs représentants des départements ministériels étaient présents à cette occasion. L'organisation de cette rencontre est le fruit de la coopération entre le département de la justice, de la santé, de l'action sociale et de l'organisation Terre des Hommes espagnole et sa consoeur à Lausanne. Le secrétaire général du ministère de la Justice a déclaré que ce projet est le fruit d'une importante coopération dans laquelle ont pris part les associations Terre des Hommes et des départements ministériels, en plus de l'association des femmes chefs de famille, et qu'il a pour objectif de protéger la femme et en faire un élément à part entière dans le développement du pays. La représentante de l'association des femmes chefs de famille est revenue sur l'importance de ce projet que son association va mettre en exécution dans plusieurs villes du pays, et ce pour 2 années. Les représentants des différentes délégations à cet atelier ont pris la parole pour revenir sur l'importance de ce projet. Au nom du consortium formé par l'Association des femmes chefs de famille des Terres des Hommes Lausanne et des Terres des Hommes Espagne, c'est un honneur et un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de lancement du projet d'accès à la justice et à la santé pour les femmes et filles victimes de violences basées sur les genres. Nous sommes réunis aujourd'hui pour marquer ensemble les débuts de ce nouveau projet, financé par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, qui vient consolider les efforts faits par notre consortium depuis une quinzaine d'années en matière de justice des genres en Mauritanie. Ce projet, d'une durée de 24 mois, couvrira les régions de Nouakchott, Nouadhibou, Rosso, Kaidi et Selibavi et contribuera à prévenir les violences faites aux filles, à travers un travail renforcé avec les communautés et les autorités locales. Cette nouvelle intervention vise à répondre aux besoins des filles et femmes survivantes, en facilitant leur accès à des services de santé et de justice et en veillant à les offrir un accompagnement psychosocial de qualité et respectueux de leur dignité. La Commission nationale pour l'éducation, les sciences et la culture a organisé hier soir à la Maison des Jeunes d'Elmina, à Nouakchott Sud, une manifestation culturelle pour commémorer la Journée internationale de la diversité culturelle. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des activités annuelles organisées par la Commission pour souligner l'importance de la diversité culturelle dans la promotion de la cohésion sociale et du respect mutuel entre les différentes cultures. Et c'est un récit de Maïmouna Lô. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des activités annuelles organisées par la Commission pour soulager l'importance de la diversité culturelle dans la promotion de la cohésion sociale et du respect mutuel entre les différentes cultures. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Sidi Mohamed Jedou Khatri, a, au nom du ministre, déclaré que cet événement incarne la vision du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, de soutenir et de valoriser la diversité culturelle nationale à travers le développement de politiques culturelles appropriées et l'engagement de préserver et de valoriser tous les aspects du patrimoine national et de promouvoir la créativité au sein de toutes les composantes de la société sans discrimination de couleur ou de langue. De son côté, le secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences, Mohamed Ould Sidi Abdullah, a expliqué que l'organisation de cet événement riche et diversifié crée des espaces de dialogue entre les acteurs culturels dans le but de rendre la culture présente dans les détails de la vie quotidienne, de l'école au quartier, de l'institut à la cour de récréation ou les costumes,
Les styles musicaux et les contes populaires peuvent devenir des outils de construction et de rencontre. Pour sa part, la maire adjointe de la commune d'Elmina, Aïssata Ahmed Abuja, a soutenu que la municipalité est prête à accompagner toutes les activités visant à promouvoir la diversité culturelle nationale, car elle est une source de force et de soupape de sécurité pour l'unité du pays. Quant à Cheikhoul Mawloud, représentant des clubs UNESCO, a souligné que la diversité culturelle est une source de force et d'unité pour la Mauritanie, un pays caractérisé par sa riche diversité culturelle et linguistique, où la mosaïque des peuples, des langues et des coutumes constitue un trésor national qui unit et ne divise pas. Direction la Moukata de Bassikno, dans laquelle le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire a visité les camps d'Embera pour les réfugiés et tenu des rencontres avec les autorités administratives et les élus locaux. Retour à Maïmounalou. Lors de cette réunion avec les autorités administratives, les maires et les chefs de service, le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, l'imam Oul Abdou, a présenté les interventions du CSA, les principaux défis de la Moukata, l'impact de la présence des réfugiés sur la population locale, ainsi que la politique du gouvernement en la matière. Au cours de cette visite, deux initiatives ont été annoncées, la création d'une ferme maraîchère intégrée de 4 hectares comme activité génératrice de revenus et un projet agricole au bénéfice des parents d'élèves pour soutenir les cantines scolaires. À l'issue de la mission, le commissaire adjoint a déclaré que cette visite réalisée avec l'appui du Programme alimentaire mondial PAM a permis de constater les efforts significatifs du gouvernement et de ses partenaires en faveur des réfugiés et des communautés hôtes. Il s'est également rendu au camp de réfugiés Mbera, où il a échangé avec les représentants des réfugiés sur la politique nationale et les actions menées par la Mauritanie en coordination avec le CESA, le PAM et le HR. Des visites de terrain ont ensuite été effectuées dans les centres de distribution alimentaire du camp, une école bénéficiant d'une cantine scolaire ainsi qu'un jardin scolaire destiné à améliorer la nutrition des élèves. La visite s'est déroulée en présence du Hakem et du maire de Bassikounoun, des autorités sécuritaires, du délégué régional du CESA pour le Haut-Charqi ainsi que de représentants du PAM. Et c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. À présent, les rappels des principaux titres. Le président de la République de retour à Nouakchott en provenance du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim après l'inauguration des opérations d'exportation du gaz naturel liquéfié. Le président de la République et son homologue sénégalais co-président l'inauguration des opérations d'exportation du gaz naturel liquéfié et déclare que cette réalisation fait entrer notre pays et le Sénégal dans le cercle des pays producteurs de gaz naturel. Le Premier ministre passe en revue avec une délégation du ministère turc de l'Éducation les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans ce secteur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau JTF. D'ici là, prenez soin de vous.